Les profondeurs de la Terre ont toujours fait rêver les hommes. Le dépaysement est total pour celui qui pénètre, pour la première fois, dans ces grottes ou ces gouffres inhospitaliers. La conquête de l'univers souterrain est loin d'être inutile. Il est nécessaire, car ce sous-sol caché recèle le fluide nécessaire à notre corps, l'eau. Sous nos pieds se joue la vie et la survie de la Terre, car les réserves d'eau douce sont immenses et fragiles. Cachée dans ses entrailles, la pollution de surface apparaît au grand jour lorsqu'il est déjà trop tard. Connaître le parcours emprunté par l'eau, son cheminement, sa capacité de stockage naturel, ses caractéristiques chimiques et biologiques, autant de facteurs qui permettent d'apprendre à maîtriser et mieux protéger nos ressources en eau. Donc en 1535, le premier qui est venu au Frépuy, c'est Golu. Golu était un historien. Et après, bon, il a relaté un petit peu comme il voyait le gouffre, en surface bien sûr. On imagine qu'il extrapolait un petit peu des histoires un petit peu, burlesques ou je sais pas quoi, enfin bon bref. En 1567, Vesoul était une petite bourgade qui était protégée par une enceinte. Et Vesoul se situait en contrebas de la colline qu'on appelle la Motte. Et au-dessus de cette Motte, il y avait un château qu'on appelait le Castrum Vesulium, qui a été construit aux environs de, 800 environ. Et les troupes de Paul Wheeler voulaient assaillir la ville de Vesoul. Bon, la ville de Vesoul, c'était 1000 habitants, hein, c'était pas non plus la ville d'aujourd'hui. Et il y avait énormément plu, le Frépuy s'est mis à jaillir. Et jaillir, donc tout ce cône-là s'est rempli d'eau, a envahi toute la contrée, toute la vallée du Durgeon, de la Colombine, etc. Et les envahisseurs qui étaient aux portes de la ville ont déguerpi vite fait parce que, ils allaient être, submergés par les eaux. Alors bien sûr, cet épisode-là a été, au niveau de la population, a été un peu un miracle. Donc, ce miracle-là au niveau de la population, s'est transmis de génération en génération, ce qui fait que le Frépuy a toujours fasciné les Vésuliens et les habitants de toute l'agglomération vésulienne. Alors, quelques années plus tard, on va dire une vingtaine d'années plus tard, Vesoul, malheureusement, n'a pas pu être délivré, entre guillemets, par le Frépuy, et les troupes de Tremblecourt ont assailli la ville de Vesoul. Voilà. Mais bon, le miracle ne s'est pas reproduit une deuxième fois. Alors l'histoire, les premières investigations concernant le Frépuy, ce qu'il faut dire, c'est que le Frépuy, c'est un peu un Everest. D'ailleurs, Francis Le Guen l'évoquait, c'est l'Everest souterrain. On avait demandé à Sir Edmund Hillary,
qui avait gravi l'Everest, on lui avait demandé pourquoi monter comme ça, gravir des sommets aussi importants. Et lui avait répondu, parce qu'ils sont là. Eh bien, les spéléologues, les spéléonautes, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, il y a un gouffre là, on va l'exploiter. Et c'est vrai que, le fait de parcourir les veines, les artères, parce que ce sont des artères qui se trouvent sous nos pieds, ces artères vont, alimenter en eau toute l'agglomération vésuvienne. Et c'est pour ça que Vesoul, au niveau du Frépuy, c'est quelque chose vraiment de miraculeux, parce que aujourd'hui, si on a de l'eau potable à Vesoul et à son agglomération, eh bien, c'est grâce au Frépuy qui lui va refaire, rejaillir l'eau à la fonte Chaudamois qui se trouve quelques kilomètres plus loin. Le Frépuy, comme je le disais auparavant, a souvent fasciné les spéléonautes, on va dire les nautes, parce qu'ils plongent. Et le premier, ça a été Nestor Glockner. Alors Nestor Glockner, en 1935-36, lui a voulu, plonger au Frépuy. Alors pour cela, il s'est équipé d'un masque de sa conception. Alors c'est vraiment rudimentaire parce qu'à l'époque, vous savez, Cousteau n'avait pas encore développé les systèmes de plongée. Et donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un phare de camion. Il a, incorporé sur la face avant une double vitre. Ensuite, la morphologie de sa tête a été prise en empreinte. Et donc, il a confectionné ce casque. Alors, imaginez-vous, en 1935, aller dans le Frépuy avec un casque. Alors, ce casque-là, donc, il y avait de l'air comprimé qui arrivait ici. Ici, il y avait la sortie de l'autre partie. Et là, il y avait des soupapes qui permettaient de régler plus ou moins la pression à l'intérieur. Alors, l'étanchéité était faite par des journaux et puis du mastic qui se collait. Et ensuite, après, il enfilait le casque sur sa tête. Ensuite, après, en 1945-47, il y a Collot qui est venu, mais lui avec un scaphandrier pied lourd, ce qu'on appelait pied lourd. Donc, vous imaginez des bottes en plomb, tout le scaphandre avec je sais pas qu'on appelle ça, la calotte, et puis ici des grosses pompes qui étaient manipulées par des hommes, donc qui délivraient l'air. Donc Collot, avec tout son harnachement, environ, alors l'harnachement c'est à peu près 80 kilos, donc Jacques Collot a essayé de plonger au Frépuy, il a fait quelques mètres, bref, mais bon, il a parcouru, on va dire, une dizaine de mètres. En 1956, Guy de Lavore, promoteur de la plongée subaquatique, venait expérimenter un matériel précurseur qu'il avait lui-même conçu. En raison de conditions climatiques défavorables, sa tentative se soldait rapidement par un échec, à la grande déception des nombreux spectateurs venus l'encourager. Rendu célèbre par ses divers essais, le site du Frépuy fut désormais régulièrement visité par des curieux venus des 4 coins du département. À l'aube des années 70, 2 plongeurs franc-comtois, Pierre Pétrequin et Jean-Claude Frachon, tentaient à leur tour d'aller plus loin. L'apparition des scaphandres autonomes, des bouteilles d'air comprimées et des détendeurs à étage mis au point par l'équipe Cousteau venait d'ouvrir de nouvelles perspectives. Cependant, s'aventurer dans un siphon au-delà d'une centaine de mètres était considéré comme une entreprise suicidaire. C'est cette barrière, autant morale que technique, que parvint à dépasser Joren Haselmayer. Entre 1973 et 1983, le spéléonaute allemand marqua de son empreinte l'histoire du réseau, emportant à plus d'1,5 km le développement des galeries connues. Ces images de la télévision régionale, alors diffusées en noir et blanc, eurent un énorme retentissement. Par sécurité, Haselmayer avait prévu tout son matériel en double, en particulier le détendeur. Avec un casque anatomique articulé, en résine, il portait des lunettes de plongée à verre correcteur,
et une rampe d'éclairage très puissant, alimentée par des batteries au cadmium nickel. Rien n'était ordinaire chez cet explorateur aux allures d'extraterrestre. Son fil d'Ariane, tout aussi inédit, était constitué par une série de rouleaux de fil de fer. En cas de rupture, et même en l'absence de toute visibilité, il savait pouvoir le retrouver en ratissant le fond de la galerie, alors qu'un fil de nylon aurait flotté pendant des heures avant de retomber, en le condamnant à coup sûr. Au cours d'une plongée suspense de près de 5 heures, le spéléonaute allemand réalisait une véritable performance. Au total, Haselmayer avait reconnu 800 mètres de galerie en amont et 300 mètres en aval. Un résultat sans précédent et qui laissait toujours entrevoir une suite. Car les points extrêmes atteints par le plongeur allemand avaient été imposés par la réserve d'air et non par un obstacle infranchissable. Au fond du Frépuy, tout restait à découvrir. Ah, le Frépuy, oui, ça fait partie des grands phénomènes karstiques où j'ai eu la chance de plonger. Et c'est vrai que c'est Haselmayer qui est le premier à mener des explorations assez pointues dans cette source. Et j'étais venu sur ses traces, je crois que c'était dans les années 81 exactement. Il avait parcouru 1000 mètres dans la grande galerie nord et j'avais décidé de tenter d'aller plus loin, il s'était arrêté sur rien. Sauf que ce jour-là, il y avait de l'eau assez trouble et pour tout dire, je ne voyais pas ma main quand elle était tendue devant moi. Toujours est-il que je suis arrivé dans cette eau très froide au bout de quelques heures au terminus de Joren où j'ai attaché mon propre fil d'Ariane et j'ai commencé à dévider à tâtons, juste à bout de bras, à chercher le passage. Il a fallu plier, il a fallu faire demi-tour pour sortir et ce jour-là, je n'avais pas trouvé la suite. Et puis c'est en 1989 que je suis revenu au Frépuy dans la ferme intention de poursuivre cette branche à mon nord qui donne, à mon sens, sur la clé du réseau, direction le gouffre de Serres-les-Norrois. Et cette fois, il y avait de l'eau plus claire, c'est-à-dire que 2, 3, 4 mètres de visibilité par endroit. Et cette plongée a duré, je crois, 6h30. Et effectivement, j'ai dépassé le terminus connu à cette époque-là. Et j'ai continué dans des galeries extrêmement variées de formes, de couleurs, jusqu'à des profondeurs, je crois, de 42 mètres maximum. Donc imaginez des espèces de dunes d'argile, des mers inconnues, puisque encore une fois, j'étais le premier homme à voir ça, à dévider mon fil. Et puis à un moment, je suis monté comme ça sur une dune d'argile et arrêté avec tous nos instruments à voir que voilà, je ne pouvais pas aller plus loin ce jour-là et j'ai donc décidé de faire demi-tour. Et la caractéristique du Frépuy, c'est que ça nous oblige, nous explorateurs, à faire un palier de décompression bien avant la possibilité de sortir au jour, je ne sais plus à quelle côte, vers 700 mètres je crois, où il y a un puits comme ça vertical qui remonte, donc j'arrivais de moins 42. Et puis là, il faut séjourner pendant facile 1h30 dans l'eau absolument glaciale, avec des paliers à l'oxygène pur. Donc on avait installé un pendeur dans un espèce de puits et j'étais censé attendre là. J'en ai fait 35 minutes et j'avais terriblement froid ce jour-là. C'est quand même une époque où les vêtements chauffants et tout ça n'existaient pas encore. Et on plongeait certes en vêtements secs, mais enfin c'était quand même très froid, surtout aux mains. Et puis au bout de 35 minutes, je me suis dit, allez, je sais qu'il y a un passage juste au-dessus de moi de quelques mètres de longueur. Certes, il est à moins 2 mètres de profondeur, ce qui fait que physiologiquement, c'est pas très sérieux d'y aller. J'aurais dû m'arrêter à moins 6, moins 3 grand maximum. Mais j'avais trop froid, il fallait que je rentre, il fallait que je retrouve ma compagne. J'ai donc remonté, tout simplement. Et puis, ce qui devait arriver arriva. Je me suis pris le pied dans la palme dans le fil d'Ariane et je me suis énervé. Mon corps a commencé à remonter. J'ai perdu un peu pied pendant quelques dizaines de secondes avant de pouvoir retrouver la profondeur salvatrice et me diriger vers la sortie. Et là, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire j'ai commencé à sentir des bulles dans mes articulations et j'étais en plein accident de décompression, sans doute assez grave, puisque j'en avais aux genoux, j'en avais dans les épaules, j'en avais au coude. Et dans le Frépuy, il y a des passages extrêmement tortueux, extrêmement petits, et je me faisais du souci parce que je me sentais paralysé de plus en plus et je me disais comment je vais faire pour négocier ces passages avec mes 6 bouteilles même de 20 litres que j'avais.
Et donc les heures ont passé, j'ai fini par émerger, où j'ai retrouvé ma compagne en plein accident de décompression. Donc c'était, je crois, un jour de Noël, donc une galère pas possible pour arriver à faire venir les secours jusqu'à Vesoul. Avec juste l'anecdote, au téléphone, dans les cabines à l'époque, il n'y avait pas de portable. On appelait des hôpitaux, on appelait des services de secours qui nous riaient au nez parce qu'ils nous disaient « Oui, bien sûr, vous faites de la plongée sous-marine à Vesoul et un jour de Noël, bien sûr. Au revoir, monsieur. » Et on a eu comme ça 3 ou 4 fins de non-recevoir avant de trouver enfin les pompiers de Besançon qui sont venus me sauver la mise avec un caisson sur une remorque, je me souviens, au bord du Frépuy. Fantastique découverte près de Vesoul en Haute-Saône, un cimetière de mammouths. Quelques dizaines de ces animaux préhistoriques ont été piégés il y a plusieurs millions d'années dans une grotte envahie par l'eau. Et c'est le 2e cimetière qui est ainsi découvert dans le monde. Le premier était en Floride. Patrick Esther. Hier, pour la 3e fois, Véronique et Francis Le Guen ont plongé dans une grotte située à Champ-d'Amois près de Vesoul. Tous deux aventuriers passionnés par la spéléologie nautique, ils ont en effet découvert un véritable cimetière préhistorique. Par 50 mètres de fond, dans un siphon naturel où passe l'eau qui sert à approvisionner les habitants de Vesoul, les attendaient là, depuis plusieurs dizaines de millions d'années, les squelettes d'au moins une douzaine de mammouths. Des défenses particulièrement bien conservées du fait de leur immersion. Des dizaines de défenses émergeant d'un vaste tas de sédiments qui recouvrent les squelettes eux-mêmes. Un véritable trésor qui pourrait renfermer d'autres espèces animales. Les plongeurs ont par exemple identifié des dents d'ours, mais ces énormes dents sont celles d'un herbivore, très probablement un mammouth. Elles semblent avoir conservé leur position sur l'os de la mâchoire. Il faudra maintenant de longs mois de fouilles minutieuses pour dégager les ossements et apprécier le véritable intérêt scientifique de cette découverte. Et la fonte Champ-d'Amois, oui, j'ai eu la chance d'avoir une autorisation exceptionnelle d'y plonger, mais j'avais conscience que là était un peu une partie de la solution de ce mystère. Alors Hasenmeyer y avait plongé des années auparavant, il avait même eu un accident de décompression, le malheureux, à cet endroit-là, et il avait publié, je crois, 56 mètres de fond. Enfin, je m'attendais à une plongée assez profonde, et je sortais tout juste de mon accident de décompression de l'exploration précédente, avec une interdiction par la médecine de plonger pendant au moins 3 mois. Naturellement, 3 jours plus tard, j'étais dans l'eau de la fontaine avec, je me souviens, 3 bouteilles de 20 litres en dorsale qui contenaient un mélange à base d'hélium, oxygène, azote, parce que je prévoyais une plongée extrêmement profonde. Je suis donc parti dans cette source où vers moins 12 mètres, il y a un passage très étroit entre la voûte et les graviers qui roulent comme vous savez, les billes dans une cour d'école, quand on les lâche, ça fait un peu ce sentiment-là. Et je suis parti comme ça dans une galerie, encore une fois, avec une eau pas très très claire, beaucoup d'argile partout. Vers moins 18 ou moins 30 peut-être, j'ai vu le fil d'un prédécesseur qui était venu avant moi et qui avait attaché son fil sur ce que j'ai pris pour une roche un petit peu scoriacée, comme il y en avait tant autour. Et puis j'ai continué la descente jusqu'à moins 56 mètres. Et il faut savoir que quand on plonge avec de l'hélium, on n'a pas le problème de narcose des profondeurs, on est donc très très lucide. Et j'ai vu comme ça quelques traits parallèles dans l'argile liquide. Et j'ai compris instantanément que je venais de faire une grande découverte, qu'il y avait là un fossile, et pas n'importe lequel, c'était une dent de mammouth. Alors j'ai laissé les choses en place, j'ai continué à dérouler pour faire mon exploration dans l'inconnu. Et là je suis arrivé devant un immense mur d'argile scoriacé, là, comme des dunes un petit peu étranges. Et je suis remonté comme ça jusque vers moins 12 mètres. Et puis j'ai attaché mon fil comme j'ai pu au milieu des volutes d'argile qui commençaient à se détacher un peu partout de la voûte. Je suis redescendu. Et j'ai suivi mon fil et je suis arrivé pile sur cette fameux signe dans l'argile rouge. Et j'ai creusé un peu et j'ai sorti en effet une magnifique dent. Et puis là, j'ai commencé à regarder autour de moi tout en remontant le long de la galerie. Hein. C'est une source vauclusienne, c'est comme un entonnoir. Et là, j'ai commencé à voir partout des vestiges, des crânes de rhinocéros, des cornes d'auroch, des défenses en ivoire de mammouth de très grande taille, plus de 2 mètres. Alors évidemment, j'ai eu dans mon masque un petit sourire quand j'ai regardé ce fractionnement de fil d'Ariane, ce terminus d'un prédécesseur dont j'ignorais l'existence, qui était venu là et qui
avait attaché son fil dans l'espoir d'y revenir un jour, sauf qu'il l'avait attaché non pas sur une pierre, comme il l'a cru, mais sur une magnifique molaire de mammouth, un vestige extraordinaire. Et ça n'est que des années plus tard que j'ai appris qui était ce fameux prédécesseur et ce fameux plongeur, c'était Dominique de Barral. Alors c'est extraordinaire. Quand les spéléologues qui ont exploré cette grotte l'ont parcouru, ils sont tombés sur une accumulation d'ossements, de mammifères surtout, c'est-à-dire des ossements, des restes de rhinocéros, d'aurochs, des squelettes d'ours, etc., etc. Ils se sont demandé évidemment ce que ces ossements faisaient là. Bon, à mon avis, je ne pense pas que ces ossements résultent en quelque sorte de cadavres qui soient déposés dans le fond de champ d'Amois. Je pense qu'ils sont ce qu'on appelle en position secondaire. Ça veut dire quoi? Bon, on était en Haute-Saône, sur les plateaux karstiques de Haute-Saône, et sur ces plateaux karstiques de Haute-Saône, il y a des trous, ce qu'on appelle des avennes, c'est-à-dire des grottes verticales. Et c'est un site assez classique. Beaucoup d'animaux, enfin pas mal d'animaux, surtout des jeunes d'ailleurs, qui ne se méfiaient pas, tombaient dans ces avennes. S'ils n'arrivaient pas à s'en ressortir, ils crevaient là. Des carnivores venaient les depecer, etc. Même quelquefois des hommes. On a retrouvé des traces d'hommes qui venaient tirer leur beefsteak de ces bestioles. Elles tombaient là, elles s'accumulaient. Et étant donné que c'était dans une grotte verticale, il y avait toujours des apports de limon, des apports de cailloux, de calcaire, ça les recouvrait petit à petit et ça a fait leur linceul. Donc c'est comme ça, à mon avis, la manière dont ces animaux ont été en quelque sorte piégés. Ensuite, on est dans les plateaux karstiques de la Haute-Saône. Il y a le phénomène, ce qu'on appelle périglaciaire, c'est-à-dire des phénomènes de gel et dégel contemporains des périodes où le Jura était recouvert de glace. Donc beaucoup de flux, de remaniements qui ont repris ces ossements et les ont traînés dans les réseaux karstiques. Donc de manière disséminée. D'ailleurs, ce qui prouve que ces ossements ne se sont pas déposés là, c'est qu'ils ne sont pas ce qu'on appelle en collection anatomique. C'est-à-dire qu'on n'a pas un numérus au bout d'un radius, etc. Ils sont disséminés. Preuve qu'ils ont été remaniés. Alors on peut se demander comment était la Haute-Saône à cette époque-là, à l'époque où ces animaux sont piégés. La Haute-Saône, d'après ce qu'on en connaît, parce qu'on a fait toute une série de fouilles, etc., on a étudié les pollens des remplissages, la Haute-Saône, c'était une forêt peu dense, genre taïga, n'est-ce pas, avec des conifères, des bouleaux, etc. Et vivait dans cet écosystème une faune de mammifères riche, faite donc des pièces qu'on a retrouvées dans les ossements, c'est-à-dire des mammouths, alors il y avait à la fois évidemment des herbivores et des carnivores, c'est un écosystème équilibré, et les bestioles qui mouraient ou qui étaient attaquées sur le plateau, leurs squelettes se décomposaient, ils étaient mangés par les carnivores, les os se décomposaient, mais ceux qui étaient piégés dans les avennes se conservaient. Et pour nous, géologues, n'est-ce pas, c'est extraordinaire parce que c'est des témoignages infimes, parce qu'une toute petite partie se piégeait dans ces avennes. C'est des témoignages de ce que des animaux qui vivaient à cette époque dans la Haute-Saône. Vous cherchez là? Eh bien, je suis en train d'essayer d'écouter la balise qu'un plongeur a emmenée avec lui et pour essayer de détecter l'endroit exact où il est. Il se trouve à l'heure actuelle dans les cavernes, là, en dessous? Absolument, oui. J'entendrai son bip-bip quand je serai à son aplomb. Voilà. Oui. Ça veut dire qu'il est juste sous nos pieds, là? Eh bien, il est dans cet endroit-là, oui. Oui. Alors, je vais essayer.
si on avait de l'affichage jaune là, mais... Ah oui, c'est par là. C'est un simple appareil de radio qui va détecter cette émission. Ah oui, c'est là, oui, c'est là. Je vais le marquer. Et là, on sait voilà. À quelle profondeur il se trouve? Ah non, je ne peux pas le déterminer, mais apparemment, le son arrive avec une puissance suffisante pour dire qu'il est à une vingtaine de mètres, mais sans précision. Oui. Bah moi, je vais essayer de le cueillir à la sortie de son exploration, alors. Très bien, on va être tout près de la sortie, là. Oui, oui. Bonne recherche! Merci, je continue jusque là, je vais le trouver. La plongée a été bonne? Oui, très bonne. Et voilà la balise qui nous permettait de vous suivre de là-haut. Absolument. Qu'est-ce que vous avez exploré en dessous? Alors, donc le réseau du Frépuy est composé de multiples galeries. Et en fait, il y a 2 rivières souterraines. Et le système actuel du Frépuy, le fonctionnement actuel du Frépuy, en fait, s'est créé il y a environ 1 million d'années. Donc le surplus d'eau arrive ici. Donc à un moment donné, dans la galerie, le courant s'inverse, il change carrément de sens, il arrive ici. Et c'est pour cette raison que cette petite vasque insignifiante se transforme en un gouffre émissif très impressionnant et qui est d'ailleurs qui a alimenté toutes les légendes qu'on connaît sur le Frépuy. Ainsi, l'eau qui ne peut pas passer par en dessous, eh bien, passe par-dessus pour rejoindre quand même la Font de Champ-d'Amois. Ainsi, l'eau rejoint l'eau. Donc c'est un lieu particulièrement intéressant, il est beaucoup fréquenté par les plongeurs comme vous? Oui, alors il a suscité pas mal de convoitises, depuis Collot, Pelletier, Jürgen Haselmayer, Francis Le Guen, tous ont exploré des morceaux de galeries plus ou moins lointaines. Et c'est vrai que c'est très très difficile à explorer parce que d'abord le réseau est complexe, et il y a plein de galeries différentes et surtout à cause de la turbidité de l'eau puisque elle est très chargée en argile, donc l'eau elle se trouble assez vite. C'est complètement ennoyé, du coup c'est un peu le complément de la spéléologie à sec. Oui, alors mes amis spéléologues, eux, explorent beaucoup plus en amont, hein, du côté des pertes. Et moi, je suis un petit peu le plongeur de grande résurgence, si je puis dire. Et j'explore à l'autre extrémité, en fait, là où l'eau ressort. Alors, pour ça, vous n'êtes pas équipé n'importe comment. Il y a tout un tas de matériel autour de vous. À quoi ça sert tout ça? Comment ça marche? Eh bien, il y a d'abord les lampes, hein. Il faut un éclairage très puissant, si possible. Et puis, surtout, le plus important, c'est l'appareil respiratoire. Là, aujourd'hui, j'ai réussi
à fabriquer, tout simplement avec du PVC collé et de la bâche de camion collée cousue, j'ai fabriqué un recycleur qui permet de multiplier par 20 l'autonomie. En fait, c'est une boucle. Le gaz qu'on expire, plutôt que de le rejeter, eh bien, il passe par un filtre. On récupère ce gaz et on le réinspire une nouvelle fois. Et les bouteilles servent uniquement à compléter en oxygène l'oxygène que le corps a consommé en fait. Mais avec ça, on ne peut pas se faufiler dans des boyaux, dans des endroits vraiment serrés. C'est tellement encombrant. Si en fait, tout est modulable. On peut décrocher une bouteille, la tourner, la passer devant soi, et ça permet un petit peu, en quelque sorte, d'épouser la forme des rochers. Ça, c'est parce que vous aimez aussi les défis. Vous aimez bien aller le plus loin possible. Ici même, je crois que vous avez battu un record d'ailleurs. Oui, alors, ici, j'ai en 96 fait une plongée expérimentale. C'était plutôt du domaine scientifique parce que je voulais prouver qu'un être humain était capable de séjourner plus de 24 heures sous l'eau. Donc, comme le record était de 24 heures, eh bien, j'ai fait 26 heures, ce qui m'a valu un record du monde de durée. Et dans une eau à 10 degrés, je pense que c'est quand même vraiment intéressant. Mais comment on survit au niveau de la température et qu'est-ce qu'on mange? Alors, pour lutter contre le froid, eh bien, j'ai une combinaison étanche avec plusieurs épaisseurs de fourrure à l'intérieur. Donc la combinaison, elle est surdimensionnée. Et puis à l'intérieur, j'ai fabriqué, encore une nouvelle fois, une combinaison chauffante avec du fil de résistance et qui me permet, avec une batterie, de me brancher et d'alimenter mon gilet chauffant, en quelque sorte, ou ma combinaison chauffante. Et on mange quoi alors? Eh bien, sous l'eau, on peut manger toutes sortes de choses à partir du moment où ça ne se dilue pas dans l'eau. Des fruits, une banane. Dernièrement, je me suis orienté sur une alimentation plutôt sous forme de liquide parce que ça permet de manger chaud. Ça a l'air presque agréable ce que vous me racontez. Oui, donc là, nous sommes sur un élément assez spécifique qu'on appelle une cheminée d'équilibre, le frais-puits, et qui est en fait un regard sur ce grand système de la Champ-d'Amois. Il faut savoir que le système de la Champ-d'Amois est composé en fait de deux systèmes qui semblent s'être raboutés, raccrochés l'un à l'autre il y a 1 ou 2 millions d'années. On parle d'anastomose. Tout ce système-là fait qu'en fait, il collecte l'ensemble des eaux du bassin, qui maintenant, à l'heure actuelle, au travers de l'ensemble des colorations qu'on a pu réaliser, fait 157 km². Vous imaginez la surface de ce bassin. Et donc, effectivement, quand on a des grandes pluies,
eh bien en fait, les systèmes aval, ces petits systèmes qui sont jonctionnés, en fait, sont plus capables d'absorber l'ensemble des eaux. Et ce système-là fonctionne comme une cheminée d'équilibre, à tel point qu'en fait, les eaux ressortent de l'ensemble de ce puits et vont déborder donc dans un talweg, dans une petite vallée juste en aval, qui d'ailleurs fit la peine des Prussiens en 1557, puisqu'ils ont été obligés de déménager le camp alors qu'ils s'apprêtaient à attaquer Vesoul. Donc plein d'histoires sur ce site, et la spécificité d'ici, c'est qu'on est vraiment sur un vieux système magnifique qui est en cours d'exploration par les spéléologues locaux. Donc pour nous, en fait, on arrive en 2000, 2002. Les spéléologues donc, ont commencé à faire des colorations. Les spéléologues de Vesoul ont fait des colorations en 71, 77. La ville de Vesoul donc, exploite la ressource de champ d'amois en 1967. Et donc, on commence véritablement à valoriser cette ressource. Après, on a des problèmes de qualité. Donc, les services de l'État, la DIREN, la DREAL actuellement, va réaliser une série de colorations complémentaires, de traçages complémentaires, comme on dit, et va définir une partie du bassin. Et nous arrivons en 2000, 2001, 2002, donc on a des problèmes spécifiques avec les stations d'épuration, avec des déchetteries, avec des problèmes d'égout, etc. Et donc on va refaire une série de colorations, on a une carrière qui s'ouvre d'ailleurs, et donc on va refaire une série de traçages qui vont nous amener en fait à réviser complètement l'ensemble du bassin et l'augmenter de quasiment 30%, et arriver à ces fameux 157 km², qui est quand même assez marqué et qui nécessite effectivement une gestion et une observation en continu des services de la ville de Vesoul, puisqu'en fait, vous imaginez que toutes ces zones de rejet, ces tracés routiers qui sont là au milieu, peuvent générer en fait des pollutions massives en cas d'accident ou en cas de rejet d'une station d'épuration qui a dysfonctionné. Donc notre cabinet est missionné donc en 2000, 2001, 2002, et puis jusqu'en 2007, voire jusqu'en 2010, pour monter l'ensemble en fait du dossier réglementaire soumis à enquête publique, pour en fait définir comment fonctionne l'ensemble de ces systèmes. Donc on va injecter dans les zones que l'on ne connaît pas, on va injecter du colorant, donc de la fluorescéine verte ou de la rhodamine rouge, et par un système de surveillance maintenant électronique magnifique, on va pouvoir en fait avoir des restitutions en fait, de ce colorant à hauteur donc, du captage d'eau potable. Et à partir de ces résultats, on va retracer en fait, l'ensemble des lignes directrices de ces écoulements souterrains qui vont nous permettre de définir, au travers de ces surfaces géologiques que l'on connaît, eh bien, d'y superposer en fait, les circulations souterraines, et puis donc y pointer donc des communes où il y a un défaut d'assainissement ou des pratiques agricoles qui ne vont pas ou des pratiques industrielles qui ne vont pas, etc. Donc on fait véritablement un document soumis à enquête publique qui va servir au service du préfet, donc à protéger l'ensemble de la ressource, mais également donc à augmenter la qualité des eaux que boivent l'ensemble des gens de la population du Grand Vesoul. Donc il faut quand même imaginer qu'on est sur un système majeur, avec un vrai système installé, et les débits de crue max sont de à peine moins que 20 mètres cubes seconde. Donc c'est assez important. 20 mètres cubes à la seconde, 20 000 litres à la seconde, c'est quand même assez important. Et puis on a des étiages également très marqués. C'est le propre, en fait, d'ailleurs, des systèmes karstiques, le système de grotte. Eh bien, on tombe à 200 litres à la seconde. Donc ça pose un gros problème. Et au regard donc des éléments type éléments dont on cause beaucoup, changement climatique et autres, eh bien effectivement, ces ressources risquent d'être impactées dans les bas débits suite à donc ces changements climatiques qui vont induire en fait des modifications de la pluviométrie et donc des débits. Donc ici on est au replan, donc c'est un gouffre qui était ouvert il y a quelques années par le Spéléoclub de Vesoul, qui a demandé beaucoup de boulot, donc le cavité était rempli quasiment à ras des tôles qu'on voit ici. Donc on a pu, en travaillant dessus quasiment sur plus d'une année, quasiment tous les week-ends à au moins 5-6 spéléos, donc on a pu sortir tous les monticules de terre qu'on voit ici, de cailloux surtout.
donc qui a permis d'accéder par deux puits à quasiment un réseau aquatique. Donc on arrive sur une partie un petit peu qui se noie. Donc pour l'instant on n'a pas pu trouver la suite dans cette partie-là. Donc on attend peut-être qu'on puisse élargir le bas et puis que des plongeurs puissent prendre le relais. Voilà, et ça fait partie aussi d'un réseau qui est sur la partie ici qui vient de Serres-les-Noix. Donc avec plusieurs cavités, plusieurs chantiers qui sont en cours aussi à côté d'ici. Les travaux qu'on réalise actuellement donc, sont intéressants parce que ça permet aussi de donner des informations sur tout ce qui alimente l'eau, notamment en eau Vesoul, puisqu'on est sur le bassin d'alimentation en eau de Vesoul. Et ça permet également toutes les données qu'on récupère, donc que ce soit donc toute cavité qui est découverte, on réalise les topographies, ça c'est important, les plans, une étude géologique est réalisée, souvent des publications sont faites par rapport à ces cavités, et toutes les informations sont aussi redonnées quasiment soit pour le BRIM, soit à la ville de Vesoul par exemple, qui capte l'eau à Vesoul, donc ça permet aussi d'avoir une connaissance du réseau un petit peu souterrain. Donc là on est sur le trou Pinard qui se situe sur le réseau du Frépuy. Donc on est sur l'extrême amont du réseau du Frépuy en repartant sur le secteur de Boré. Donc c'est une cavité qui au départ était totalement colmatée. Il y avait juste cette doline qui est devant nous. Et on retrouvait devant nous juste un début de petite diaclase qui était légèrement fissurée. Mais aucun courant d'air, aucun indice qui nous permettait de savoir que la cavité existait. Donc en 2016, quand on a fait les travaux dans cette cavité, le gouffre Épinard, donc on est arrivé on a entendu le bruit de la rivière, comme on entend aujourd'hui, et on est tombé sur une petite fissure, donc on voit là-haut, qui fait quelques centimètres de large. Et dans cette fissure, on entendait le bruit de la rivière, et c'est ce qui nous a donné l'indication pour continuer cette cavité. Donc on a désobstrué le passage et on a creusé ce puits qui est artificiel. Donc ce puits était à l'origine une petite fissure qui était pas plus grosse que ce qu'il y a là-haut. Donc on a élargi totalement à la main ce puits. Donc à la base ce puits de 4-5 mètres qui était totalement ouvert, désobstrué. On est arrivé sur une petite diaclase également qui repartait dans ce sens-là, mais qui faisait quelques centimètres, peut-être 10 cm de large. Et on avait une amorce de diaclase descendante, toujours le bruit de la rivière qui est en dessous. Donc on a désobstrué ce puits, cette partie-là, qui nous permet d'accéder directement dans le haut de la salle, le haut du puits terminal, qui donne directement sur la rivière. Donc après avoir débouché la fissure en bas du dernier son, là, on est arrivé dans le plafond, dans ce fameux puits, et on a débouché directement dans la base du puits, qui nous permet d'accéder directement à la rivière qui est derrière nous. Donc cette partie-là est totalement naturelle, donc aucun travail n'a été fait. Et par contre, on a de belles érosions qui illustrent bien le passage de l'eau, l'érosion de l'eau. Et on arrive sur un cône d'éboulis. Donc ce cône d'éboulis nous permet de rejoindre directement ici la rivière qui est juste derrière nous. On est intéressé par la désobstruction. Au départ, on était plutôt axé, quand on est un peu plus jeune, sur des classiques, découverte des cavités qui sont déjà connues. Et petit à petit, on a envie de découvrir de nouvelles cavités. Et c'est vrai que la passion, on est des explorateurs. C'est-à-dire, on est presque, c'est un peu le seul endroit où aujourd'hui on vient des explorateurs proches de chez nous. Et c'est vrai qu'on est aussi inventeur de cavités, puisque quand on découvre une cavité, on parle de termes d'inventeur. Hein. Et c'est important, et surtout il y a l'adrénaline qui est là, puisque chaque fois qu'on a un courant d'air, qu'on voit un petit début de cavité, on est un petit peu excité, et puis
On est passionné et on a envie de découvrir la suite. On en rêve même. On se situe sur le site de la grotte de Champ-d'Amois, vaste galerie fossile d'une centaine de mètres de développement, maintenant largement éboulée, qui représentait l'exutoire du bassin d'alimentation de la Fonte Champ-d'Amois il y a peut-être 100 000 ou 1 million d'années, on ne sait pas exactement depuis quand l'eau sort plus de cette cavité. Et maintenant l'eau ressort à la Fonte Champ-d'Amois, située à peu près à 300-400 mètres d'ici. Donc le bassin versant de la Fonte Champ-d'Amois, qui représente à peu près 120 km², est composé de nombreuses cavités. Il y a de nombreuses cavités qui sont sur le réseau. Donc le Spéléoclub de Vesoul, dont je suis le président, qui compte une quinzaine de membres, passe ses week-ends à désobstruer les différentes cavités qu'il y a du secteur du bassin d'alimentation de la Fonte Champ-d'Amois, dans le but de trouver et d'explorer les galeries présentes dans le sous-sol. Donc pour le moment, sur le réseau de la Fonte Champ-d'Amois, on a 15 km de galeries cumulées. Donc il y a le réseau, en réseau principaux, il y a le réseau de Serre-les-Norois, qui fait à peu près 5 km de développement. Le réseau du Trou-Pinard, qui fait à peu près à Balleroy-le-Bois, qui fait 3 km 200 de développement. Et puis le réseau du Frépuy, qui fait 4 km de développement en réseau noyé. Plus une multitude d'autres cavités et gouffres sur le plateau. Donc le Spéléoclub de Vesoul passe son temps tous ses week-ends à explorer, à désobstruer les gouffres pour essayer d'atteindre, de trouver de nouvelles galeries pour compléter le puzzle de la Fonte Champ-d'Amois, enfin du réseau de la Fonte Champ-d'Amois. Bienvenue à la Fonte Champ-d'Amois. Donc la Fonte Champ-d'Amois, c'est la ressource en eau qui est actuellement exploitée depuis 1967 pour alimenter en eau potable Vesoul et les communes adjacentes. Cette ressource n'a jamais connu de manque d'eau depuis 1967. Là, après cette année de sécheresse, le niveau est un peu bas, mais on arrive toujours à produire suffisamment pour l'eau potable. Et alimenter quand même les ruisseaux autour qui ont leur maintien qui en dépend. Donc elle a fait l'objet de plusieurs recherches. Déjà, elle avait été envisagée comme ressource en eau dès la fin du 19e siècle, mais les techniques de traitement n'étaient pas encore suffisamment bonnes. Et donc on a repris dans les années 60 l'étude et en 67 l'exploitation a été lancée. Et donc depuis, il y a eu plusieurs recherches pour les périmètres de protection. Et depuis 2009, les périmètres de protection sont institués et donc maintenant la ressource est protégée d'une façon officielle. Donc nous produisons environ 5000 à 5500 m3 par jour d'eau. Actuellement, la ressource en eau est de produit naturellement 9 à 10 000 m3 par jour. Donc on a quand même une certaine réserve encore devant nous. Donc cette ressource est donc, qui est exploitée depuis 1967 a des caractéristiques typiques du milieu calcaire. Le bassin versant couvre 140 km² et donc elle a un profil chimique riche en calcium et en hydrogénocarbonate. Et cette qualité est suffisamment équilibrée pour permettre jusqu'au robinet d'avoir peu d'entartrement et les canalisations, il n'y a pas de dépôt dedans. Cette ressource aussi n'a pas vraiment de problème de chimie, de qualité d'eau. Et donc on a une persistance de cette qualité depuis l'exploitation depuis 1967. Le bassin versant, donc, qui couvre 140 km², est couvert d'à peu près 2/3 de forêt, ce qui assure aussi une sécurité de la qualité de l'eau. Mais il y a quand même des villages, des routes, des exploitations agricoles et qui respectent des prescriptions par rapport au périmètre de protection qui ont été édictées donc, dès 2010.
Donc nous captons l'eau au niveau d'une résurgence karstique au niveau de la fonte Chandamois à Quincé. Donc cette eau est ensuite refoulée vers l'usine de potabilisation qui est ici, avant d'être distribuée aux consommateurs sur l'agglomération de Vesoul. Donc dans un premier temps, nous allons débarrasser les eaux de leur matière en suspension, puisque étant donné qu'elles sont captées dans un réseau karstique, il n'est pas rare qu'elles soient chargées en matière organique du fait que le sol a un faible poids épurateur, notamment après des épisodes pluvieux. Donc pour cela, pour se débarrasser de ces matières, nous injectons un flocculant au niveau de la canalisation d'eau brute qui arrive à l'usine. Donc on mesure les teneurs en matière pour voir si on a besoin d'injecter ou non un flocculant. Donc une fois l'étape de flocculation réalisée, les eaux vont ensuite être redirigées vers les décanteurs. Donc c'est des gros réservoirs coniques qui favorisent la décantation des flocs formés précédemment. Donc ces flocs vont tomber de par leur densité et leur fort volume au fond du réservoir. Et toute l'eau qui sera en surface sera débarrassée de la majorité de ces matières. Pour parfaire tout ça, les eaux claires vont être ensuite redirigées vers des filtres à sable. Donc en fait, l'eau va passer de manière forcée à travers ces lits de sable pour débarrasser et éliminer vraiment tout ce qui reste, les petites particules qui seront présentes dans l'eau. À cette étape-là, l'eau sera filtrée, mais elle ne sera pas encore potable puisqu'elle n'est pas désinfectée. Donc la désinfection se passe actuellement par l'injection d'ozone. Donc c'est un gaz que l'on produit sur site, qui est un oxydant très puissant et qui permet vraiment de détruire tout le reste de matière organique que l'on pourrait potentiellement encore trouver et absolument tous les micro-organismes. Donc cette étape-là se passe juste avant le refoulement des eaux traitées jusqu'au réservoir pour assurer la sécurité sanitaire dès la sortie de l'usine. Donc une fois l'eau traitée, l'eau est ensuite redirigée vers le réservoir de tête qui est le réservoir principal de l'agglo. Donc dans ce réservoir transitent absolument toutes les eaux qui sortent de cette usine pour ensuite être dispatchées sur l'ensemble de l'agglomération de Vesoul. Donc une partie de ces eaux vont être distribuées directement aux consommateurs, notamment pour les habitants de Quincé. Et pour les habitants de Vesoul et toutes les communes qui sont un petit peu plus éloignées, cette eau va sortir de ce réservoir de tête pour rejoindre d'autres réservoirs et ainsi dispatcher l'eau sur tous les territoires de l'agglo et alimenter environ 24 000 personnes. Donc on a une dizaine de réservoirs. Sur certains réservoiirs, on a une injection de chlore qui se fait, donc ce qui permet d'assurer une sécurité sanitaire pour ne pas qu'il y ait de développement bactérien qui se fasse entre le moment où ça sort du réservoir et le moment où l'eau est consommée. Voilà, vous avez découvert le Frépuy, une pépite environnementale à nos portes. Et des explorateurs, non pas du bout du monde, mais du bout de la rivière, sont venus pour l'explorer, nous la montrer, nous la valoriser. L'eau, c'est un bien précieux, c'est un bien inestimable. Nous sommes tous là pour la protéger. Le Frépuy, c'est une pépite que nous, aujourd'hui, et nos successeurs devront aussi protéger. Alors vive le Frépuy, vive l'environnement et surtout, l'eau, c'est une richesse que nous devrons préserver pour les années qui viennent. L'énigme du Frépuy est résolue, certes. On connaît en très grande partie l'origine des eaux qui alimentent la fonte de Chandamois et par là même l'alimentation en eau de toute l'agglomération vésulienne. Dans cet Everest souterrain, il reste néanmoins de nombreux réseaux et cavités à découvrir. Des siphons que notre sous-sol garde jalousement, mais qui seront un jour découverts par de prochains téméraires explorateurs. Quant à la jonction mythique entre le Frépuy et la fonte de Chandamois, elle ne saurait tarder à être effectuée. Véritable défi pour les spéléonautes en quête de nouvelles découvertes et de sensations fortes, il y a encore dans ce vaste réseau de la place pour une grande aventure humaine.